Le panel, aujourd'hui, ça va être sur la RSE et le travail décent. Donc, juste une petite introduction sur le travail décent. Comme on l'a vu avec le panel précédent, on a présenté un peu la base, c'est quoi la RSE, avec notamment Caroline et ses panélistes. Un des aspects importants de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est le salaire octroyé aux employés. On l'a vu notamment au cours des derniers mois, la campagne du 15 $ de l'heure, c'est une revendication que beaucoup d'organismes communautaires et syndicaux ont menée. Puis, beaucoup d'entre eux étaient pour, et d'autres étaient contre. Mais dans les deux camps, les pour et les contre, les deux parties ont revendiqué le travail décent, la vie décente, tout. J'ai une petite citation du président, notamment du Conseil du patronat. Merci. Qui va comme suit. Tout d'abord, qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer le filet social nécessaire pour permettre aux gens de mener une vie décente par l'entremise de la redistribution de la richesse créée. Puis, par la suite, le président du conseil du patronat disait que les employeurs faisaient déjà leur juste part sur la vie décente, sur le salaire décent notamment. Il disait notamment que les entreprises payent jusqu'à 45% de plus de taxes sur la masse salariale. Il faut dire aussi que les entreprises, la rémunération que l'employé touche n'est pas le salaire total que l'entreprise verse. Il y a des assurances, tout. Il y a un paquet d'items que l'entreprise paye au-delà du salaire que reçoit l'employé. Puis le président parlait par rapport aux 15 $ de l'heure à ce moment-là. Puis beaucoup de centrales syndicales aussi ont parlé qu'un salaire en deçà de 15 $ de l'heure, c'est indécent. On ne peut pas mener une vie décente en ayant un salaire moindre. Fait que l'objectif aujourd'hui de ce panel-là, c'est pas de se positionner pour ou contre le 15 $ de l'heure, c'est juste une valeur numérique, mais plutôt d'aller dans les fondements, de savoir c'est quoi une vie décente, c'est quoi un salaire décent. Puis on va parler beaucoup plus des enjeux éthiques. Donc, nos panélistes. Bon, vous n'êtes pas dans l'ordre, c'est pas grave. On peut. Non. Monsieur Lepage, restaurateur et propriétaire d'une PME. Monsieur Patrice Benoît, trésorier au CCM-CSM. Monsieur Yon, organisateur au CTI, le Centre des travailleurs immigrants, et docteur en communication amicale. Monsieur Rondeau, Patrice Rondeau, conseiller régional de Montréal pour la FTQ. Madame Filato, avocate pour les TUAC 500. Monsieur Oscar, professeur adjoint à l'École des relations extérieures de l'Université de Montréal. Donc, la première question que je vous pose, la plus difficile selon moi, selon les principes d'une véritable RSE, sur quels critères les entreprises devraient-elles établir la rémunération de leurs employés? On va commencer avec M. Rondeau. Surprise. Oui. Ça a des surprises comme ça tout le long. Ça a des surprises comme ça tout le long. Alors, pourquoi, sur quels critères, en fait, le salaire devrait être établi? En fait, des critères, c'est sûr qu'il y a la question de la décence, du travail décent, et qui vient en opposition, en fait, sur ce qu'on voudrait surtout pas, la libre marché. C'est-à-dire qu'on a un Far West, qu'on revient dans un certain principe où les entreprises, sans aucune régulation quelconque, puissent établir leurs propres critères salariales. Et c'est d'autant plus dangereux parce qu'on entend, et vous l'avez sûrement déjà entendu, dans tout le débat sur le salaire minimum à 15 $, cette espèce de phrase-là assassine qui dit « Ouais, mais si t'es pas content, t'as juste à changer de job. » À ce rythme-là, c'est-à-dire on s'en va où avec ça? Donc je pense qu'il y a une responsabilité quelque part de faire en sorte que les milieux de travail puissent offrir un travail décent. Et ces critères-là sont essentiellement établis par le panier de services, les factures, etc. Donc le coût de la vie. Ça coûte combien pour vivre comparativement au salaire que je fais? Le salaire de 15 $, il est d'une certaine façon arbitraire, on peut en convenir, c'est un symbole, mais au-delà de ça, il est véridique. Si on regarde la dernière étude de l'IRIS pour une personne seule qui regardait d'une région à l'autre
c'est quoi que ça y prend pour vivre, justement, pour pouvoir payer tout ce qu'il a à payer, ben c'est ça tourne autour de 15 de l'heure. Ça va même jusqu'à 18 de l'heure sur la Côte-Nord. Donc, c'est un petit peu cette raison-là pourquoi on vise ce salaire-là, parce qu'il touche présentement, vous savez, il y a plus de 400 000 personnes au salaire minimum, un petit peu plus d'1 million de personnes qui n'ont pas 15 de l'heure, donc qui ont en bas de 15 de l'heure, donc qui vivent à un certain point en dessous d'un salaire qu'on considérait décent. Et effectivement, notre gentil animateur, dont je vous totalement le nom, je m'en excuse, disait tantôt qu'il n'y a pas juste le salaire dans la vie, il y a aussi un panier de ce qu'on appelle le monétaire, donc les assurances collectives, les régimes de retraite, etc. Mais je peux vous assurer que ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas ça. Donc tout ce qui leur reste, c'est le salaire, et même à travailler à temps plein, n'arrivent pas à sortir nécessairement de la pauvreté. Donc on a besoin, je pense, d'un salaire minimum qui est fort, parce que l'inverse à ça, c'est un salaire de misère. Et l'accès à la syndicalisation est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça crée une compétition saine entre les milieux syndiqués où on doit avoir quand même une corrélation d'un salaire assez égal dans un secteur donné pour pouvoir être compétitif. Ça va de soi. Donc, la syndicalisation peut permettre aussi d'obtenir cela. La dernière chose sur quoi je vais m'arrêter avant de laisser la parole aux autres, naturellement, sur les questions de critères, c'est oui, mais ça pourrait mettre l'économie par terre du jour au lendemain. On en est conscient. Et c'est pour ça que l'important, c'est d'ouvrir le débat et de voir les modalités raisonnables pour que les gens aient un salaire décent. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir en bout de ligne, que quelqu'un qui travaille à temps plein aujourd'hui n'arrive pas à vivre décemment. Et ça, c'est inacceptable dans la société dans laquelle on vit. Parfait. Bon, on va passer la parole à Mme Filette. Ça va être difficile de contrarier ce qu'il a dit. Évidemment, moi, je suis avocate au TUAC, qui est affiliée à la FTQ, donc je dirais que je suis quand même assez d'accord avec ce que vous dites. Plus ou moins. Je ne suis pas objective. En fait, je vais peut-être juste focus un peu plus sur les critères qui devraient être utilisés. Je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Il faut voir qu'il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes à toute organisation. C'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Donc, est-ce que l'entreprise est une PME? Est-ce que c'est une grande multinationale comme Walmart? Il faut faire la distinction au niveau de la rémunération. Et comme Patrick disait, il faut enlever l'arbitraire des décisions de la rémunération des employeurs. Comment on fait ça? Bien, on établit des critères qui sont plutôt... c'est un mélange de critères qui seraient objectifs, subjectifs. Donc, premièrement, l'ancienneté, comme vous le savez sûrement, c'est quelque chose qui est à la base du mouvement syndical, à la base de la rémunération ou de l'établissement de la rémunération des employés. C'est pas tout le monde au sein du mouvement syndical qui est d'accord avec moi, mais je pense que c'est important de prendre en considération aussi les compétences. On peut pas, il faut que ça soit un mélange des deux. Il faut voir l'ancienneté, il faut voir les compétences de la personne. Ça dépend des postes. C'est pour ça que j'ai parlé des facteurs internes et externes aussi. Nous, au TUAC Local 500, on représente des travailleurs et des travailleuses dans le commerce de détail, majoritairement. Donc, on a des postes qui sont dits à classification. C'est des classifications différentes. Donc, on a des postes de commis, où c'est l'ancienneté qui prime pour établir la rémunération. Et ensuite, on a des postes à qualification. Donc, on aurait des postes d'assistant-gérant, des postes de gérant, ou on aurait des bonnets de performance, par exemple. Donc, je pense que c'est important d'avoir un mélange des deux. Parfait, on passe à M. Lepage. Je suis d'accord avec un peu des deux points. C'est sûr que l'ancienneté, oui, il y a une importance côté vacances, côté pourcentage qu'on va recevoir dans une paye. Mais une affaire qu'on a... Tu sais, on dirait qu'en tant que peuple nord-américain, je ne sais pas si c'est ailleurs, mais on a cette fâcheuse vouloir de vivre en solo dans son appartement, avec tout meublé, son auto, le ci. Tu sais, je peux comprendre les choix du monde qui reçoivent moins d'argent, mais aussi sont capables peut-être de se mettre ensemble. Pourquoi pas se louer une maison ensemble, 2-3 personnes? Tu sais, il y a des nationalités qui achètent une maison, ils payent à la gang, pouf, achètent une autre maison. Tu sais, on veut tellement notre espace. Ah, je pourrais pas vivre avec d'autres personnes, vivre en communauté, s'entraider. On fait pas ça. Tu sais, j'aime mieux avoir mon petit salaire de 15 $ de l'heure,
rusher tout seul dans mon appartement pour arriver à payer toute la même chose que mon voisin. Tu sais, mettez-vous ensemble, prenez-vous un plus grand logement, splittez-vous les coûts. Tu sais, il y a des façons de s'arranger parce que moi, je trouve que c'est pas à la société en général non plus de ramasser, d'aider tout le monde selon les choix qu'ils ont fait dans leur vie. Pour moi, là, si tu as choisi de ne pas aller à l'école, de ne pas vouloir travailler, de ne pas vouloir... Tu sais, c'est là où le salaire rentre en gain de cause. Si on dit salaire minimum 15 $ tout le monde, tu arrives, tu n'as pas d'expérience. C'est là, c'est la rentrée, l'éducation, l'expérience, le travail. Tout est tellement différent, puis ça dépend de, comme vous dites, les petites PME, les multinationales. Moi, du jour au lendemain, on m'oblige à monter le salaire minimum à 15 $. Ça ne fonctionne plus. Alors, autant que le côté service, comme les serveurs qui déclarent les pourboires, qui montent au même niveau que les cuisiniers. Tu sais, il y a tellement de... C'est du cas par cas. Dans le fond, ce que vous dites, c'est l'expérience. L'expérience, c'est important. La compétence. Il faudrait plus d'entraide, par contre. Moi, je trouve, de base, on manque d'entraide, point final. OK. Mais c'est parce que ça améliore pas nécessairement la rémunération, c'est pas des critères. La coopération entre les individus, c'est pas un critère pour la rémunération. Par contre, comment établir la rémunération? Non, mais ça va aider le monde qui ont des problèmes. Tu sais, on ne peut pas régler le problème de rémunération, d'après moi, du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'autres facteurs à régler avant de dire on change les rémunérations puis on le règle. Donc, que serait un travail décent et un salaire juste? On a tenté de définir au début. Non. OK. On a tenté au début de définir la première question, c'est quoi les critères de la rémunération et tout. Là, maintenant, on va essayer de tenter de savoir c'est quoi un travail juste, un travail décent et un salaire juste. Puis, dans une perspective de RSE, le thème du colloque, est-ce que les entreprises doivent se porter garant d'un tel travail, d'un tel salaire? Donc, la première personne, c'est M. Lepage. Un travail décent, je trouve que c'est... Tant que l'employé est bien, il n'est pas en danger et il a le respect de base de son employeur et les autres. C'est l'employé lui-même qui le sait. Une fois ces critères-là, je pense sécurité, oui, mais le reste, c'est l'employé qui le sait s'il se sent respecté ou pas. Mais est-ce que la base, c'est la sécurité. Vous voyez, mais le travail décent inclut en partie aussi le salaire. Oui, mais on commence à travailler décent. On pourrait prendre l'esclavage, tous les meilleures conditions de travail, tout, mais ça reste une personne esclave. Non, mais... Regarde, mon conjoint il est directeur à Desjardins, compte les heures qu'il fait par semaine, son salaire, est-ce qu'il est rendu décent au bout de la ligne, si on compte le nombre d'heures qu'on fait. Tu sais, c'est... Je trouve, salaire juste, c'est où toi tu trouves que tu es bien rémunéré. Tu sais, t'as-tu les conditions de vie qui vont avec? Il y en a aujourd'hui, c'est plus important, c'est d'être à la maison à telle heure, leur famille, tu sais, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui peuvent être des workaholics, puis ils aiment ça, puis ils veulent... C'est à qui de juger ça, sauf la personne qui le vit, là. Si toi, tu es heureux à faire 35 heures, tes ambitions sont... Tu te sens bien payé, bien respecté, puis tu es bien dans la boîte où tu es. C'est la personne qui est visée qui... Dans le fond, il y aurait la sécurité dans le milieu de travail, sinon le reste, c'est pas les critères. Ben, moi, je trouve le respect, là, avant tout. Là. Moi, j'ai des employés, ça fait 20 quelques années qui travaillent pour moi. C'est bonjour tout le monde en avant. Tu sais, il n'y a pas de... Il faut que l'employé se sente bien. Moi aussi, autant que tu ne te sens pas bien quelque part. On peut te donner autant d'argent que tu veux si tu n'es pas bien, puis tu deviens esclave d'une autre façon, mais beaucoup de sous, tu n'es pas plus heureux. Là. C'est toi qui trouves l'équilibre dans où ce que tu es. Puis... C'est parfait. Puis est-ce que les entreprises, justement, ils doivent... Est-ce que c'est une obligation, c'est un devoir de s'assurer que leurs employés se sentent bien, qu'il y a un travail décent, ça... Je pourrais dire ça devrait l'être. Chez nous, oui. Je connais des entreprises, non. Puis je peux pas aller cogner à la porte de chacun. Ça devrait être normal, là, que tu sois respecté pour le travail que tu fais, que ce soit un travail de bureau, que ce soit vidangeur, whatever. On a besoin de tout le monde pour faire... Moi, dans ma business, j'ai besoin de mon plongeur qui fait le ménage des toilettes puis lave la vaisselle. Il est aussi important que mon chef, alors,
peux pas gager un plus important que l'autre. Tout le monde est important. C'est parfait. On passerait à M. Benoît. Bien, je suis quand même en partie d'accord avec monsieur. C'est un peu du cas par cas. On a parlé beaucoup du salaire tantôt, mais combiné à des conditions de travail intéressantes aussi. Je pense que oui, qu'on ne peut pas identifier que pour telle personne, je donnais l'exemple encore là avec la personne avec qui je parlais tantôt, quelqu'un travaille sur la construction à 30 degrés dehors, est-ce que c'est un travail décent de travailler à la grosse chaleur? Mais il pourrait dire, moi j'aime bien mieux ça dehors que toi dans ton bureau. Là. Il y a une partie où on peut, c'est du cas par cas. Sauf qu'à la base, ils doivent avoir, vous avez parlé de la reconnaissance, on parle des conditions de travail intéressantes. Un facteur qu'on a tendance à oublier, c'est de se sentir valorisé dans son travail aussi. Hein? Sentir c'est quoi le sens de mon travail? Puis ça, là, c'est vital pour quelqu'un. Savoir qu'on fait quelque chose, puis qu'en bout de ligne, ça nous donne un résultat, puis pourquoi on le fait. Ça, je pense qu'un travail décent en fait partie. Donc, on part avec un salaire, on en a parlé un peu tantôt, on pourra y revenir, mais on parle aussi des conditions de travail qui ne sont pas dangereuses. La personne qui a peur d'y laisser sa peau à tous les jours, mais je ne pense pas que c'est un travail décent. Un climat de travail, puis là, l'employeur a son mot à dire là-dedans, qu'il y a un climat de travail intéressant. Pour avoir travaillé dans la restauration, c'est vital en restauration, un climat de travail, puis c'est souvent des places où on a un esprit d'équipe, puis ça prend ça dans les hôtels, mais ça, l'employeur a son mot à dire là-dedans, puis ça fait partie d'un travail décent. D'avoir les outils pour faire ton travail, sentir que tu es capable de le faire. Je donne encore un exemple à madame. Nous, on avait un syndicat en conflit. Non seulement ils gagnaient un salaire minable, mais pour faire leur travail, il fallait qu'ils amènent leur laine d'acier et leur savon pour la vaisselle. Puis, ils leur offraient 90 sous de l'heure sur 10 ans. Donc, on avait les deux, là. Aucune reconnaissance, travail. Tu sais, tu rentres travailler, tu veux faire un travail, tu es obligé d'amener tes outils toi-même. Je trouve que c'est pas décent. Il y a de l'exploitation, peut-être d'autres vont faire un bout là-dessus. On parle des agences, les personnes qui vont travailler, le personnel d'agence, et qu'il y a des questions à se poser sur le travail décent dans ce cas-là, où c'est des machines. Puis même le gouvernement ne savent même pas que ces agences-là existent, tellement ils ne veulent pas être encadrés. Donc, il y a des questions à se poser là-dessus. Donc, un travail décent, il y a le climat de travail, le sentiment d'être important pour l'entreprise, je pense que c'est vital. Avoir des bonnes conditions de travail, puis pas mettre sa vie en danger. Avec un salaire, évidemment, en lien avec ça. Puis, oui, c'est la responsabilité de l'entreprise. C'est sûr que dans ce cas-là, il y a souvent des lois qui les encadrent. Hein? Tu as des conditions de travail, tu as les lois en santé et sécurité. Mais il y a des entreprises qui vont plus loin que ça. Puis c'est correct, c'est normal, puis ça devrait être comme ça. C'est parfait. Ton verre, M. OK. Donc, d'abord, un salaire juste, ça fait partie de travail décent, de la condition de travail décent. Et santé et sécurité, donc, vous avez déjà mentionné, donc il n'y a pas de controverse pour ça. Et la stabilité des emplois, surtout avec la précarisation du travail, il y a beaucoup plus d'instabilité d'emploi. Et aussi, on ne parle pas beaucoup de ça, c'est l'intensité du travail. Donc ça, c'est une condition essentielle aussi. Donc souvent, dans plusieurs entreprises, entrepôts ou usines, souvent il y a un quota qui s'impose aux travailleuses. Donc par exemple, dans un entrepôt, donc il y avait un travailleur qui a le problème de diabète, donc il devait aller souvent aux toilettes, mais pour remplir le quota, il ne pouvait pas le faire. Donc il a préparé une petite bouteille à côté de lui pour régler le problème. Est-ce que ça c'est un travail juste? Donc un autre exemple, donc il y a quelques semaines, un travailleur, donc il y a un travail qui doit monter quelque chose pour un autre travail qui travaille en haut. Donc pour faire ça dans une sécurité, donc il faut déplacer les matériaux à côté, mais ça prend plus du temps pour remplir le quota. Donc il a monté directement en bas vers haut, mais finalement il a été pressé par la machine et est mort il y a quelques semaines. Donc est-ce que ça c'est un travail décent? Donc le système de quota, ça c'est un grand problème ces jours-ci qui entrave les travailleuses. Donc aussi souvent les travailleuses parlent de la dignité et le respect. Donc ça c'est un élément très abstrait.
Mais ce qui est important ici, ça c'est le rapport de force. Donc pour le moment, presque le syndicat, ça c'est une seule voie où on peut refléter les positions ou les revendications des travailleuses dans un lieu de travail. Les travailleuses non syndiquées, il n'y a aucune voie pour refléter leurs positions ou revendications. Donc ça c'est un grand problème donc, dans d'autres pays comme en Allemagne. Donc la participation des travailleuses dans la gestion de l'entreprise, ça c'est garanti, mais dans le contexte canadien, du tout. Donc éventuellement quand on parle de l'entreprise, on doit s'interroger aussi qui compose les entreprises. C'est seulement l'employeur ou les actionnaires ou qui investit plus d'argent. Donc il faut s'interroger aussi qui compose les entreprises. Merci. Si je peux juste me permettre, au début, je veux juste souligner, là, ça n'a rien à voir avec la question, mais juste souligner le travail exceptionnel que fait le Centre de travailleurs immigrants. C'est des gens, non seulement les travailleurs et les travailleuses qui représentent, font pas beaucoup d'argent, mais même il y a plusieurs bénévoles au sein du Centre des travailleurs immigrants. Donc, ils font un travail exceptionnel pour des gens qui sont très, très démunis. Donc, je voulais juste souligner le travail que vous faites. Je dirais que je suis assez d'accord avec ce que M. Benoît a dit, M. Lepage également. Vous savez, au niveau du recrutement syndical, au niveau de l'organisation syndicale, quand les gens nous appellent, c'est rarement une question de rémunération. Quand ils veulent se syndiquer, c'est souvent une question de respect au travail, de dignité au travail. On nous parle de conditions de travail qui sont très difficiles. On nous parle d'un employeur qui abuse de son droit de gérance. Parfois, ils vont nous parler du fait qu'on a changé un système de rémunération. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est lié à la compétitivité dans le domaine du commerce de détail, mais c'est souvent une question de respect et de dignité au travail. Et je ne me souviens pas de votre nom au bout, je suis désolée. OK. Mais quand vous avez parlé de voix au travail, c'est ça qui manque, je crois, dans plusieurs entreprises. Heureusement, au Québec, au Canada, on a un taux de syndicalisme qui est relativement plus élevé que au moins aux États-Unis. C'est déjà bien. Mais au moins, ça permet une voix au travail. Et juste pour recentrer la question, au niveau du travail décent, il faut que l'employeur s'assure qu'on paye un salaire décent, qu'on offre un travail décent, parce que quand on parlait du fait que les employés veulent souvent une qualité de vie, je pense que ça, il faut faire le parallèle avec le fait que les employeurs exigent de plus en plus de flexibilité au sein de l'entreprise. Puis je pense, en contrepartie de cette flexibilité-là, il faut permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir une certaine qualité de vie. C'est pas juste une question de la rémunération. Souvent, ils vont demander des congés, même sans solde. C'est pas nécessaire de donner des vacances, 6-7 semaines de vacances. Parfois, ils vont être heureux d'avoir des congés mobiles pour passer du temps avec leurs enfants. Déjà qu'on sait que les garderies ne sont pas abordables, les logements ne sont pas abordables, il faut que l'employeur s'assure de permettre à leurs salariés d'avoir un salaire décent, un travail décent pour avoir une certaine qualité de vie. Parfait, ce sera M. Pascal. Merci. Je suis d'accord avec le conférencier en général. Oui, je pense que oui, le salaire juste fait partie du travail décent, mais il y a des autres aspects du travail décent qu'on devrait aussi mettre à l'accent. Par exemple, comme je vous ai dit, il n'y a pas, normalement, on suppose qu'il n'y a pas une discrimination au travail, on suppose que aussi des lieux de travail sont sûrs et inclusifs, on suppose que aussi par le travail décent, les travailleurs ont la parole pour faire valoir leurs droits. Aussi, on suppose que les travailleurs donnent des opportunités de développement, leurs compétences. Aussi, on suppose que les avantages sociaux sont un peu plus élevés pour répondre aux besoins des travailleurs. Dans ce sens, je pense que
il y devrait avoir une perspective RSE, mais je ne sais pas. Mais oui, les entreprises doivent garantir un travail décent pour leurs employés, mais en même temps, je peux aussi comprendre qu'il y a un autre aspect, concurrent international. Le concurrent international, on essaie aussi d'équilibrer les deux. Ce n'est pas facile dans le contexte maintenant, mais on devrait peut-être essayer de faire un peu plus. Parfait, ça c'est toi, monsieur Rondeau. Ben, sur la question du travail décent, c'est un concept qui existe. Vous savez qu'il y a une agence de l'ONU qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui regroupe en fait les organisations patronales, syndicales et les États de chacun des pays ont développé un concept de travail décent qui est essentiellement ce que tous mes confrères et consoeurs ont dit. C'est exactement ça, mais juste dire, c'est pas quelque chose qu'on invente non plus, et qui fait aussi qui font aussi des conventions de travail qui sont ratifiées par les États. Donc, ça est relativement documenté. Quant à la question du salaire juste, il faut se poser la question juste envers quoi. L'inverse, c'est travail injuste aussi. Donc, juste, ça signifie en fonction du travail qui est accompli, dans l'environnement dans lequel il est accompli, mais naturellement accompagné aussi des dépenses de base que l'individu doit avoir dans la société dans laquelle on vit. Tout ça est interrelié. Et quand on parle de produits de base, on ne parle pas de produits de luxe, c'est les besoins de base. Donc, c'est-à-dire, est-ce que mon travail à temps plein me permet de pouvoir payer les besoins de base dont moi j'ai besoin? Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que depuis la dernière fois où le salaire pouvait permettre de combler les besoins de base, c'est en 1979. Donc, c'est-à-dire que depuis 1979, le salaire, le travailleur, la travailleuse s'appauvrit d'année après année, comparativement à la montée de ce qu'il y a à payer, donc le panier d'épicerie, les factures, etc., et le salaire. Donc, il y a ça à tenir en compte aussi, d'où l'idée aussi d'essayer d'augmenter le salaire de façon effectivement radicale, mais radicale dans la mesure où il doit être accompagné d'une corrélation entre ce qu'on a à payer et ce qu'on est payé, pour savoir ce que l'entreprise doit garantir un tel travail, un tel salaire. Moi, personnellement, je pense que oui. C'est dans le principe aussi, comme je disais, de l'OIT. C'est dans le sens où les employeurs doivent fournir un travail décent selon ce qu'il est établi. Et, ultimement, l'entreprise est un citoyen corporatiste. Hein, c'est un acteur du développement d'une communauté. C'est un acteur qui paie des taxes, c'est un acteur qui paie des impôts, mais c'est un acteur aussi qui s'installe dans une communauté et qui a un impact sur sa communauté des deux façons, de par les personnes qu'il emploie et de par le service qu'il donne ou le produit qu'il offre aussi. Et dans le même sens, ça doit respecter des valeurs sociales, économiques, environnementales si on veut rencontrer un travail décent. Et naturellement, c'est accompagné d'une fiscalité normalement en mesure modulée selon la capacité à payer des entreprises. Et ce qu'on voit de nos jours, c'est les grandes multinationales, malheureusement, on dirait plus on a un revenu élevé, moins on paye d'impôts. Il y a un problème au niveau du pourcentage à ce niveau-là. Et ultimement, oui, on peut être d'accord avec du financement. Il y a nombre d'outils de financement qui existent, notamment au niveau du Fonds de solidarité de la FTQ et toutes sortes de situations et de comités qui sont mis sur pied pour aider les communautés à développer leur économie locale. Mais de grâce, il faut qu'il y ait une certaine reddition de compte et il faudrait qu'il y ait certains critères. L'aberration, on l'a dit ce matin, de Bombardier, c'est totalement inacceptable de prendre des fonds publics pour un profit personnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans de façon assez flagrante. Donc, oui, ils ont une responsabilité sociale à ce niveau-là, à mon sens. C'est parfait. Donc, on peut résumer qu'il semble avoir relativement un consensus sur ce qui est un travail décent au niveau de la sécurité, la reconnaissance du travail, tout, et la valorisation de ce travail-là. Sinon, on va tomber à la troisième question que vous m'avez déjà parlé de façon explicite lors de la première question. Donc, la question que tout le monde se pose, selon moi. Est-ce que ce devrait être l'État qui impose le salaire minimum ou les entreprises peuvent-elles s'autoréguler à travers leur propre responsabilité sociale? Donc, la première personne à intervenir, Mme Pilato. Je pense que j'ai donné ma réponse lors de la question numéro 1, mais je vais réitérer. Je pense que c'est important. L'État doit absolument imposer un salaire minimum, un salaire décent. La question qu'on nous a posée, c'est est-ce que les entreprises
peuvent s'autoréguler? La question, c'est oui. Évidemment, ils peuvent, mais ils ne le font pas. Ils ne l'ont jamais fait. On peut regarder au niveau, pas seulement au niveau du Québec, pas seulement au niveau du Canada, mais à travers le monde. Est-ce qu'on a des exemples où les États ne sont pas intervenus pour offrir un salaire minimum, pour autoréguler? Donc, moi, je pense que c'est essentiel. On le voit aux États-Unis. Il y a un salaire minimum à 7 $ et 25 $. Je doute fortement qu'il va changer dans les prochaines années. Je ne sais pas pour vous. Bref, au Québec, on voit un salaire minimum qui augmente à chaque année. Et on voit une très grande différence au niveau de notre classe moyenne. Si on compare les États-Unis et on compare ici au Québec, au Canada, on a une plus grande classe moyenne ici qui est très important au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la qualité de vie. Et donc, je pense que c'est essentiel que l'État intervienne et pas seulement au niveau de la rémunération, mais je vous le dis sincèrement, je compatise avec les PME, avec votre entreprise. Je pense que c'est pas normal, c'est important de le réitérer qu'une multinationale ou qu'une grande franchise, une grande entreprise paie moins d'impôts qu'une PME. C'est pas normal. Elle a la problématique. Et quand on dit que les millionnaires, les milliardaires, les grandes entreprises peuvent envoyer leur argent aux îles Caïmans, nous, nos salariés, je pense que c'est M. Benoît qui l'a dit, nous, nos salariés, quand ils vont être payés plus cher, ils vont dépenser l'argent au sein de notre société. Ils ne vont pas l'envoyer ailleurs pour éviter des impôts. Donc, je crois que c'est essentiel. OK, donc l'intervention de l'État, c'est évidemment essentiel. Mais dans le système actuel, donc en fait, les deux, donc l'intervention de l'État pour le salaire minimum et aussi l'autorégulation des entreprises fonctionnent en même temps, hein, parce qu'il y a des niveaux d'entrée de salaire différents selon les entreprises et les lieux de travail. Et l'intervention de l'État pour le salaire minimum, ça c'est pour garantir le minimum des minimums. Donc, et aussi, donc pour l'autorégulation des salaires par les entreprises. Donc, dans le cas des syndicats, la convention collective, ça existe, mais pour les non-syndiqués, c'est plus difficile. Donc, c'est pourquoi la majorité des travailleuses précaires travaillent presque au niveau du salaire minimum pour le moment. Donc, pour ça, l'importance du salaire minimum est accentuée. Mais aussi, quand on parle de l'intervention de l'État, mais l'État parle concrètement quelle institution d'État. Donc, pour le moment, ça c'est la commission interministérielle qui établit le salaire minimum d'une manière hublot. Mais dans les pays à travers le monde où existe le salaire minimum, la majorité des pays adoptent un système au moins de consultation ou négociation par les acteurs, y compris les représentants des employeurs, les représentants des travailleuses ou comités externes, etc. Mais au Québec, ça fonctionne d'une manière tout à fait fermée par les ministères. Même il n'y a pas de marge d'intervention par l'Assemblée nationale. Donc, il faut régler aussi ce problème de l'intervention de l'État aussi. Donc, susciter un plus grand dialogue sur le salaire minimum. Oui. Parfait. Ça serait le tour de M. Rondeau. Ben, définitivement, je pense que l'État doit imposer un salaire minimum. Il a déjà été imposé à la base et pour cause, parce qu'il y avait des abus. Il n'a pas toujours été le salaire minimum. Il a été imposé au tournant des années 1900. Donc, il sert à quelque chose quelque part et il réparait des injustices importantes. Et de nos jours, il est d'autant plus important, sinon plus, étant donné que l'économie a changé. On voyait ce matin dans les films, ceux qui étaient là, le modèle fordiste, un peu où, en fait, on était dans une économie, ce qu'on appelle réelle. Donc, ça signifie que les profits de l'entreprise sont réinjectés dans l'entreprise pour créer plus de profits, pour créer... Bon. Donc, il y a quelque chose de circulaire à l'intérieur même de l'entreprise. Tandis que, de nos jours, avec la libéralisation des marchés, on est dans une économie financiarisée. C'est-à-dire que la notion de patronat devient abstraite.
L'employeur, c'est des fonds de retraite, des actionnaires extraits, et les employés deviennent un chiffre comptable à un certain moment donné. Là, je suis dans les grandes entreprises, je ne suis pas dans les PME, là, mais devient un chiffre comptable à un certain moment donné, et ils deviennent une dépense de l'entreprise. On essaie de réduire les dépenses et augmenter les revenus. Donc, vous voyez un petit peu le thinking que certaines corporations peuvent avoir. Donc, et si on demande à ces corporations-là de s'auto-réguler pour offrir un salaire, déjà, s'ils pouvaient le diminuer, ils le feraient. Donc, c'est déjà pour moi répondre à la question. Clairement, l'État a un rôle d'arbitre à jouer, un rôle de balance à jouer, et c'est extrêmement important. Et même, on le voit, à quel point ça peut devenir difficile lorsque les entreprises essaient de s'auto-réguler, ou en apparence. On le voit entre autres quand on a vécu au milieu des années 2000 tout l'exode des industries du textile et du vêtement après la fin de l'accord multifibre en 2004 qui assurait des quotas équitables entre les pays. Cet accord-là a pris fin sur un plan mondial et la Chine a récolté pas mal toute la production de textiles et de vêtements. Ben, les entreprises, pour la plupart, leurs sièges sociaux demeuraient dans les pays, dont le Canada, par exemple, mais exploitaient ailleurs des entreprises et ils se sont fait prendre dans des imbroglios pas possibles, où est-ce qu'ils voulaient faire respecter des conditions de travail d'une certaine façon, dans un pays où ils créent, où est-ce qu'ils ne veulent pas avoir un coût trop élevé, mais ils veulent s'assurer qu'il y a un travail décent. Donc, se donnaient des codes de conduite qui devaient être, audités, si vous voulez, par des firmes d'audit social, et ça devient un casse-tête pas possible d'essayer de recréer ce qu'un État peut simplement faire à un certain point. Donc, pour moi, c'est clair que l'État a son rôle à jouer là-dedans pour éviter des situations embarrassantes, pour la moitié. C'est parfait. Ce serait le tour de M. Lepage. Je suis... Tu sais, pour une petite entreprise, quand tu dis l'État, si je regarde il y a quelques années, quand ils ont dit on n'augmentera pas nos nouveaux taxes, ils ont réévalué tout notre rôle foncier, puis ça a augmenté notre facture de taxes de 30%. Ils ont pas... Tu sais, c'est une autre façon. Pour nous, ça vient toucher directement. On n'est pas des multinationales, mais quand la taxe de Montréal vient d'augmenter de 30%, on voudrait augmenter nos employés plus vite, être plus équitable, si vous voulez. Mais la réalité, au bout de la ligne, je ne suis pas le multinational qui peut décider, je vais aller m'installer au Mexique, puis on va régler le problème. Moi, ça fait 20 quelques années que je suis dans le territoire, j'ai des familles, j'ai une responsabilité de 15-20 personnes à ma charge. Alors, je deal avec, mais le contre-coup est une augmentation avec moindre cette année. Puis, je ne peux pas m'en virer de bord pour dire « Ah, toi, demain, tu vas payer 30% de plus pour tes dîners. » Parce que là, j'aurai plus de clients. Tu sais, c'est un juste milieu. Alors, quand on dit l'État va mettre le minimum, c'est juste que c'est l'État qui nous fait souffrir de l'autre côté. Alors, pour nous, pour les petites entreprises, dire « Ah, l'État va mettre un minimum, puis il va vous dire quoi faire. » C'est l'État qui nous a mis un peu dans l'arbre, déjà, d'une manière, qui nous empêche d'agrandir, de donner peut-être le salaire que l'employé voudrait. Alors, à un certain point, l'État doit mettre un minimum. Tu sais, nos normes du travail, ils sont là. Je suis toujours surpris d'entendre d'autres places qui disent « Ah, tu sais, viennent chez nous des nouveaux employés, puis ah, tu sais, on a les instruments de travail, il y a des règlements, il y a des normes. » Ben, on a toutes des normes du travail. Ceux qui ne les respectent pas, ben, tu sais, pourtant, on a du monde qui surveille puis devrait les faire respecter. Alors, tu sais, l'État jusqu'où qui doit s'imposer dans nos affaires quand c'est eux un peu le début du problème pour certaines affaires. Alors, je ne suis pas prêt à donner toute une carte blanche à l'État. Je trouve qu'ils ont déjà une carte blanche trop grande. Est-ce qu'au niveau du salaire, par contre, oui? Ben, parce que, tu sais, moi, juste donner un exemple bien basic, j'ai acheté ma maison en 96, dans le temps que les maisons étaient encore achetables à Montréal. La valeur de ma maison a augmenté 6 fois depuis. Nos salaires n'ont pas augmenté 6 fois. Mais c'est pas moi qui ai fait augmenter ma valeur de la maison. Tu sais, je comprends, les salaires n'ont pas suivi non plus, mais tu sais, c'est le rôle des taxes dessus. Tu sais, tout a fait augmenter hors de notre contrôle. Ben, c'est l'État qui l'a fait augmenter cette vitesse-là à cet endroit-là, inaccessible pour certains. Alors, est-ce que je veux donner le pouvoir à l'État? Non. Pas... Non, avec des petites cordes pour les retenir puis les ramener au bon sens.
Ou changer de parti. Oh, je sais. Ça demande. Ça marche pas non plus, ça. On essaye. Monsieur Ascan? Oui, au Québec et au Canada, je pense que oui, l'État devrait jouer un rôle dans la réglementation du salaire minimum. Malheureusement, la syndicalisation n'est pas très élevée en comparaison, par exemple, avec les pays nordiques où le salaire minimum n'est pas réglementé par la loi, mais réglementé par les négociations collectives. Ensuite, vous pouvez avoir, par exemple, les négociations collectives pour qui répondent aux besoins de chaque secteur. Par exemple, si le secteur est dominé par les petites entreprises, mais dans le contexte, québécois et dans le contexte canadien, je pense qu'on a besoin de l'État dans la réglementation de salaire minimum. Parfait, il faut finir un peu. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi, pour répondre à la question en partant, je vais commencer par celle les entreprises peuvent-elles s'autoréguler? Ben moi, ça va être non, ça va être clair. Déjà, quand notre ami que vous avez cité au début, Yves-Thomas Dorval, nous dit que le salaire minimum, ça ne devrait plus exister. Hein? Ça ne sert à rien. Là. Puis, je doute énormément que c'est parce qu'il a l'intention de conseiller à tous ses membres d'augmenter tout le monde au maximum. Donc, en partant de là, je mets un bémol là-dessus. Pour savoir si l'État devrait imposer le salaire minimum, oui, on le vit déjà, mais il y a plein de choses que l'État peut faire aussi. Hein? Un salaire minimum, l'encadrer on voit les normes du travail, qui encore là, il y a eu des demandes à réouvrir les lois, mais je ne suis pas sûr que c'est pour les améliorer. Donc, l'État a un rôle à jouer. Il n'y a pas un rôle à jouer juste aux 4 ans, où il va parler de la classe moyenne, qui veut donc s'en occuper de la classe moyenne quand il y a des élections. Mais après, elle n'existe plus, la classe moyenne. Le Bombardier existe, les grosses compagnies existent, parce que eux, là, c'est une opinion personnelle, vous êtes peut-être d'accord, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense qu'ils cotisent plus que moi à leur caisse électorale. Donc, pour eux, c'est important. Donc, que les entreprises s'auto-régulent, on va juste prendre les agences. Il y en a qui donnent en deçà du salaire minimum. Ils ne respectent pas les lois en santé et sécurité, ce qui est des bottes de travail. Si tu n'as pas tes bottes, tu ne travailles pas. On va prendre un travailleur qui a des bottes de travail quand les lois prévoient que c'est un outil qu'il doit fournir. Donc, on ne peut pas laisser aux employeurs la responsabilité de ça. Ma camarade à côté disait, oui, je compatis énormément avec les petites entreprises, parce que je répète, pour avoir travaillé dans la restauration, il y a des liens qui vont se créer avec, surtout un restaurant où tu es en interaction avec ton monde, où tu as un rush, tu as toutes sortes de choses, il y a des choses qui se créent. Puis je le crois qu'ils aimeraient payer plus, mais qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais ça, il faut faire les démarches auprès du gouvernement aussi, parce que établir un salaire minimum, c'est une chose. Donner les outils aux PME pour pouvoir le soutenir, ce salaire-là. Encore là, je reviens qu'on soutient des grosses compagnies parce que c'est des bons salaires qu'on ne veut pas perdre. Mais moi, je vous invite, les PME, comme vous, à vous joindre à la campagne du 15 $, mais sous l'angle que on voudrait les payer, c'est pas qu'on veut pas, mais que le gouvernement nous donne les outils pour le faire. Ça pourrait être intéressant, parce que à peu près tout le monde va nous dire c'est impossible de vivre avec un salaire minimum aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que les compagnies peuvent le faire? Puis ça, il faut s'arrêter à ça. Mais on peut l'encadrer, par exemple. Le gouvernement peut donner des choses. On a parlé des paliers d'impôts. Ça peut être une des choses. Puis, contrairement aux multinationales, qui est le cas de monsieur à côté, je pense pas qu'ils voient ses employés comme des colonnes de chiffres qui nous coûtent cher. Donc, c'est d'autant plus difficile pour une PME, puis on le comprend. Mais pour les multinationales, je pense que le gouvernement devrait, oui, c'est clair la question, l'État devrait imposer le salaire minimum, mais il le fait, mais il devrait aussi faire respecter les lois qu'on a. Puis juste en terminant, le même gouvernement nous dit qu'on a une responsabilité envers le peuple québécois. On parlait des employés de l'État, ils devraient donner l'exemple avec les employés de l'État, par exemple. Mais quand c'est le temps de rémunérer leurs médecins, je pense que là, c'est plus la même, je ne sais plus, c'est pas le même budget, mais
une augmentation de 0,5 dans un travailleur dans un hôpital qui gagne 19 piastres de l'heure, puis que c'est un deal que le médecin va avoir le même 0,5 quand tu gagnes 400 000 par année, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures, puis le gouvernement a la responsabilité de faire et de faire respecter ces lois. Parfait. C'est quand même très intéressant l'ensemble des réponses que vous avez données parce que à peu près chaque fois, les questions s'entrecoupent puis vos réponses s'entrecoupent. Comme la prochaine question dans le fond, qui fait un lien directement avec vos propos, M. Lemay. C'est comment faire en sorte d'assurer la viabilité, la compétitivité des entreprises tout en garantissant aux travailleurs et travailleuses un travail décent et un salaire juste. On va commencer avec M. Merci. J'ai 2 solutions. Une solution un peu plus faible, une autre solution un peu plus forte. Pour ma solution faible, on peut peut-être augmenter la sensibilisation du public pour les entreprises qui sont responsables pour leurs travailleurs, les choses comme cela. Aussi, qui sont impliqués, par exemple, dans le commerce, on fait déjà, mais dans le commerce équitable, par exemple. Mais pour ma solution forte, je pense qu'on devrait un peu plus se concentrer sur la production, un peu plus à valeur ajoutée. Sinon, je ne pense pas, si vous ne produisez pas un produit avec la valeur ajoutée, vous devez compétitionner avec les autres. Ensuite, comment vous pouvez, par exemple, compétitionner avec la Chine pour fabriquer un produit qui n'exige pas beaucoup de valeur. Ensuite, pour moi, peut-être on devrait trouver dans notre politique industrielle une niche pour la production. Ensuite, on peut avoir le salaire, le travail décent, mais en même temps, on peut avoir une économie très très forte. Je me suis trompé dans mon nom. Je vais y aller, M. Rondeau. Écoutez, comment assurer la viabilité et compétitivité des entreprises? Vous savez, déjà, juste au niveau de la FTQ, il y a quelques semaines, le 6 avril, on a organisé une journée de rencontre avec les députés à l'Assemblée nationale. Donc, on a eu 103 de nos membres qui ont rencontré 42 députés durant une journée. Et les 3 sujets qu'ils avaient, il y en a un qui était le salaire minimum à 15 $. Ce que je vous dirais, c'est que, étrangement, il y a consensus, tout parti confondu, que le salaire actuel, à part peut-être M. Létao, que le salaire actuel ne permet pas de vivre décemment. Bon, de là à le mettre à 15$, effectivement, là, il y a une marche quand même importante. Et effectivement, plusieurs députés ont parlé naturellement des PME, mais aussi les groupes communautaires. Vous savez, les groupes communautaires ou n'importe quelle organisation qui vit de subventions, beau vouloir augmenter son salaire de plus de 15 $, de plus du salaire minimum, c'est ça la subvention, c'est ça la subvention. Donc, il y a des réalités, effectivement, selon lesquelles il faut s'arrêter. Donc, comment, en fait, en bout de ligne, assurer la viabilité et la compétitivité? Bien, écoutez, tantôt, M. Oubou a parlé du modèle scandinave en disant qu'il n'y a pas de salaire minimum, etc. C'était plus négocié, mais il faut dire que le taux de syndicalisation dans les pays scandinaves s'apparente autour de 80%. Et que les syndicats font partie intégrante des décisions d'État. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont concertés et consultés, donc les associations de travailleurs, donc au sens réel, parce qu'un syndicat, c'est ça, c'est pas juste des représentants, vont et représentent leurs membres et ils disent, ben, c'est peut-être comme ça que le salaire devrait être maintenu ou qu'on devrait le négocier pour faire en sorte que l'économie aille bien. Et vous savez quoi, dans les pays nordiques, allez vérifier, effectivement, l'économie va relativement très bien. Donc, peut-être qu'on pourrait penser à quelque chose de similaire au Québec pour sortir les gens de la pauvreté, autre que ce qu'on vit en ce moment qui s'appelle la méthode Fortin. Le gouvernement, en ce moment, utilise un calcul très savant d'un économiste pour dire, ben, le salaire doit être entre 45% et 50% du salaire moyen, point à la ligne, planche de cellules, au-delà de ça, c'est bon. C'est assez drastique et on retourne dans une mentalité très financiarisée, très mathématique, selon laquelle ce calcul-là devrait régler
les conditions dans lesquelles des humains devraient être payés et travailler. Or, ce salaire-là, comme j'ai démontré tantôt, il faut voir d'où il vient, il faut voir ce qu'on prend en ligne de compte pour faire ce calcul-là, pourquoi on utilise le salaire moyen et non pas le salaire médian, qui là tiendrait compte des plus hauts salariés, des chefs d'entreprise, et là on aurait un calcul complètement autre. Donc, il faut voir aussi comment est-ce qu'on s'arrête simplement à prendre ce calcul-là mathématique, c'est-à-dire, ben oui, c'est la solution, et si on le dépasse, vous l'avez entendu les nouvelles, Fortin est sorti de là en disant, si on dépasse 50%, c'est la bombe atomique, on perd 100 000 emplois. Bon, peux-tu avoir plus d'épouvantail à moineau que ça? Donc, je pense que quelque part, il faut qu'il y ait un mécanisme qui fait en sorte qu'effectivement les PME soient entendus, que les travailleurs soient entendus, que le secteur communautaire soit entendu, que le patronat soit entendu, pour pouvoir fixer le salaire dans lequel on considère qu'on vit de façon décente au Québec, parce qu'en bout de ligne, ça reste un choix de société pour tout le monde. Donc, c'est probablement la méthode selon laquelle on s'apparenterait le plus pour établir le salaire, non pas juste une méthode à Bon, ben, je suis juste une personne trop tard, parce que j'avais la même chose, le Verrou Fortin, qui nous avait annoncé la fin du monde, une crise économique terrible, si jamais le salaire minimum montait à 15 $. Bon, j'ai quand même dit pas mal tantôt ce que je pouvais dire avec la responsabilité de l'État dans tout ça, de donner les outils, particulièrement au CPE, et aussi de voir ce que le taux d'imposition soit changé pour que ça soit plus juste. Il y a aussi, puis Patrick a fait un bout là-dessus, en Scandinave, oui, ça peut se faire parce qu'il y a un haut taux de syndicalisation. Au Québec, c'est pas le cas. Donc, on ne peut pas penser que... Puis, il y en a qui vont dire, bon, mais les syndicats... Moi, je pense que je vois une combinaison idéale avec un salaire qui a de l'allure de base imposé par le gouvernement. Ceux qui veulent donner plus... Ils le font. Déjà, on a un exemple. Il y en a qui ont plus que selon les compétences, selon le travail. Combiné à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et encadrer et aider les PME. Plus que ça, parce que là, on parle aussi des conditions de travail. Là, le syndicat peut entrer en ligne de compte. Se syndiquer. Puis il y en a qui vont penser, je ne sais pas d'où vient l'idée, là, le syndicat est rentré, ils vont faire fermer la shop. Mais c'est pas de même que ça marche. Y a-t-il un syndicat que c'est dans son intérêt de faire fermer une place? Donc, il y a des études qui se font, qui vont faire que, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable, est-ce que ça vaut à peine chez vous? On a déjà vu à la CSN dire, non, on ne vous syndiquera pas, vous ne pouvez pas gagner plus que ça, le boss est correct, c'est ça qui peut vous donner. Mais si à la base, on a une base qui a de l'allure, un salaire minimum qui est décent, on va partir à 15 $, ce qu'on devrait avoir maintenant. Mais après, le reste, c'est de l'extra. Là, on parle des conditions de travail, mais encadré par le gouvernement, en faisant respecter les lois parce qu'il ne le fait pas. Il ne prend pas ses responsabilités. Il met des belles lois, les normes du travail. On a parlé ce matin, il y a quelqu'un qui... c'est la madame là-bas qui disait les lois pour taper ses doigts des patrons qui sont antisyndicalistes, c'est des pinottes. Mais à l'inverse, quand un syndicat ne fait pas des choses correctes, on se fait ramasser puis ça coûte cher. Donc, il y a des lois, c'est pas toujours égal. Hein? Donc, il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut pour encadrer tout ça, pour aider les PME. Mais ils ne le font pas. Combiné à un syndicat, puis combiné à certains employeurs qui sont corrects. Hein? On va se le dire, il y a des employeurs qui sont corrects. Dans ce cas-là, ils ne chercheront pas à se syndiquer. Donc, il faut que l'État, en dehors de leur campagne électorale, se préoccupe de la classe moyenne. On les voit souvent, une compagnie ferme, tant d'emplois de perdus, c'est catastrophique, puis on ne les laissera pas tomber, puis on est de tout cœur avec eux. Mais à l'année longue, ils font quoi pour ces gens-là de la classe moyenne? C'est souvent ça eux qui nous quittent. Donc, en gros, c'est pas mal. Donc pour cette question, simplement je dirais pour assurer la viabilité de l'économie, il faut garantir aux travailleurs un travail décent et un salaire fixe. Donc en fait, tout à l'heure, M. Rondeau a mentionné le système de circulation des valeurs durant la période des 30 glorieuses qui ne fonctionne plus dans ce système. Donc ça c'est vrai. Donc en fait, on dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour l'employeur ou pour le gouvernement, mais il y a de l'argent quelque part. Donc on a vu déjà l'accumulation des richesses chez certains petits nombres de personnes. Donc selon le Crédit Suisse, la richesse de 2% a dépassé déjà en 2015
la richesse de 99%. Et au Canada, à peu près 1% prend à peu près 13% des revenus totaux du pays. Et aussi au Canada, si on compare à le salaire de 1986 et 2009, la part de 40-10% le moins riche a augmenté de 8%, mais pour 1%, 90%, pour 0,1%, 137%. Et aussi, le montant réservé dans leur compte sans être investi et sans être dépensé par les entreprises non financières, donc a dépassé déjà 30% du PIB au Canada. Donc cette proportion est la troisième plus élevée dans le monde à travers, après le Japon et la Corée du Sud. Donc il y a de l'argent. Et le problème, c'est qu'on produit quelque chose, mais il n'y a pas assez de personnes qui peuvent dépenser leur argent pour les acheter. Donc, souvent pour la communauté de la taxation, on dit pour les bas salariés au Québec se concentrent dans les deux secteurs de commerce de détail et restauration et d'hébergement hôtellerie. Donc, dans ce secteur, souvent, si on gagne plus d'argent, on dépense plus d'argent dans ce secteur, donc il y aura une meilleure circulation. Mais tout le temps quand je présente cette argumentation, je me sens mal à l'aise dans ma arrière-pensée. Parce qu'on dit ce sont les secteurs qui ne sont pas en compétition avec les entreprises dans le monde comme en Chine, en Inde. Mais dans ce cas, pour les entreprises en Chine ou en Inde ou au Mexique, qui est en pleine compétition avec les autres pays, est-ce qu'on peut admettre un bas salaire et une condition misérable? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça c'est un droit fondamental reconnu par même à la Déclaration universelle, ça devrait être garanti sans égard au profit ou aux productions de la richesse. C'est parfait, on tomberait maintenant. Compte tenu du fait que je suis quand même en accord avec vous, en fait, je vais vous donner l'exemple du commerce de détail. Ce qui arrive, c'est que dans le commerce de détail, il y a énormément de compétition. Tout le monde le voit, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Et l'argument, à chaque fois que je parle à des gens pour leur dire qu'on devrait augmenter le salaire minimum, ce qu'on me dit, c'est « Mais t'as pas peur que les entreprises ferment? » Et ce que je leur réponds toujours, c'est « Mais les entreprises ferment déjà. » On le voit, c'est pas une question d'augmentation du salaire minimum ou l'augmentation de la qualité de vie du travailleur ou de la travailleuse. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que les entreprises qui traitent bien leurs employés, qui sont socialement responsables, je pense aux entreprises canadiennes qui sont traditionnellement syndiquées ici au Québec, Provigo, Maxi, Loblaws, les IGA, les métros. Je généralise évidemment, mais ces entreprises-là qui sont canadiennes, qui sont québécoises, qui ont des employés qui sont syndiqués, qui font un salaire un peu plus élevé que le salaire minimum, qui compétitionnent avec les nouveaux supercenters de Walmart. Il fallait que je plug Walmart dans mon discours en passant. Donc, mais honnêtement, qui compétitionnent avec les multinationales comme Walmart, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Et c'est ça la problématique. C'est que les syndicats, nous, en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est augmenter les conditions de travail de nos travailleurs et de nos travailleuses qui sont syndiqués. Et c'est une constante bataille pour faire augmenter les salaires. Parce qu'ils ont une voix au travail. Ils sont syndiqués, on les représente. Quand ils ont une problématique au niveau de la discrimination, du respect, de la dignité au travail, on est là pour les représenter. Mais au niveau du salaire, des avantages sociaux, c'est toujours une discussion à la table de négociation au niveau du salaire. Mais si tout le monde était sur le même pied d'égalité, si tout le monde était à un salaire minimum, par exemple, de 15 $ de l'heure, et que les coûts d'opération de Walmart augmenteraient, ça irait mieux pour nos travailleurs et nos travailleuses qui sont syndiqués. Ça enlèverait l'avantage compétitif qu'ils ont. Et on voit concrètement, c'est pas seulement hypothétique.
On le voit aux États-Unis, il y a un taux de syndicalisation dans le commerce de détail qui est qui est largement moins élevé. Vraiment, il est beaucoup plus bas dans le commerce de détail qu'au Québec. Et Walmart a beaucoup plus de succès aux États-Unis. On a vu, il y a eu 450 mises à pied récemment chez Walmart ici. Pourquoi? Parce que l'État est intervenu, augmente le salaire minimum de façon annuelle, en général, et c'est la raison pour laquelle on voit qu'on fait diminuer l'avantage compétitif des grandes multinationales qui n'offrent pas un travail décent ni un salaire décent aux salariés. Je vais revenir. Un point, c'est les règlements. Peu importe, surtout pour les petites entreprises, c'est qui vient dans ta bâtisse, qui vient vérifier les règles, qui a une enveloppe, puis oui, ça se fait, puis tout le monde s'achète. Alors, c'est pas les mêmes règles. Ça peut être un inspecteur de la ville, whatever. Tout est réglable. Mais on parle souvent de salaire minimum. On peut avoir un salaire maximum quelque part. Peut-être ça va rééquilibrer l'écart et, tu sais, on a beaucoup d'employés d'État. On parle de salaire minimum, il faut qu'il y ait plus, mais quand je vois de SAQ, Hydro, nos gouvernements qui travaillent 6 ans, ils ont une pension à vie au privé, tu n'as pas de pension à vie après 6 ans. Tu sais, c'est comme, après un bout, c'est quoi le maximum aussi? Il faudrait regarder l'autre côté. Parce que l'écart, on parle souvent de l'écart, ça grandit. C'est certain. Ceux en haut, ils en veulent plus, puis ils ont comme vous dites, une augmentation de 0,5% pour quelqu'un qui gagne 400 000, ben, ils montent de plus en plus vite. Alors peut-être qu'il faudrait empêcher l'autre côté d'augmenter aussi vite, puis aider le bas. C'est bien beau être de la classe moyenne, mais il y a une autre classe qui est sous nous, ils espèrent être dans la classe moyenne un jour, puis ils n'y arriveront peut-être pas. Dans le fond, on pourrait résumer qu'il y a un système un peu à deux vitesses dans le général, tout, que les PME, effectivement, c'est plus une question de compétitivité beaucoup plus grande, plus difficile, tandis qu'une multinationale, c'est notre game, puis également aussi faire un maximum. Les multinationales, ils vont chercher, comme vous dites, des subventions de milliards et ils se payent des employés qualifiés pour gérer. Ça prend combien de millions pour diriger une entreprise? C'était un boni de performance. Un boni de performance. Il a bien fait. Tu regardes les institutions financières, que ça va jusqu'à combien de millions par année qu'une personne a besoin. On peut avoir un maximum, puis après, ça va être redistribué plus également vers le bas. Là, on a fini les questions de façon officielle. Est-ce que le public a des questions? On va faire alternance homme-femme. Conseil régional FTQ, je voudrais juste rappeler que quand Nortel est tombé, on a payé M. Roth, qui était à la direction de cette entreprise-là, 350 millions quand il est parti, quand il a fait plus que 10 000 mises à pied. Alors, oui, je comprends très bien ça. Et quand nous autres, on essayait d'avoir notre équité salariale à Bell, comment il s'appelait celui qu'on appelait qui représentait les banques, en tout cas, il était venu à notre assemblée, puis il avait dit que notre président à l'époque, qui gagnait 17 millions par année, ça nous prendrait, nous autres les téléphonistes, 671 ans pour atteindre son salaire. Alors, bon, ceci étant dit, monsieur en a parlé, il a prononcé les deux mots que je trouvais intéressants, politique industrielle. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'une politique industrielle bien écrite et par qui qu'elle serait écrite ou remaniée. Alors, est-ce qu'elle pourrait répondre à certaines des problématiques qu'on a soulevées aujourd'hui? Normalement, par exemple, quand on parle des pays nordiques, normalement, leur économie se base sur une niche en général. C'est une raison pour laquelle ils sont aussi en même temps réussis à avoir un système corporatiste, un système très syndicalisé, un système où les décisions sont partagées entre les partenaires sociaux, mais avec l'État. Pour moi aussi, je ne sais pas, peut-être on devrait essayer d'investir un peu plus sur l'économie digitale, les choses comme cela. Parce que, ou comme je vous ai dit, une niche, parce que
Sinon, dans notre économie, les entreprises doivent compétitionner avec les autres. Si vous avez une niche, vous ne devez pas compétitionner avec les autres. C'était ma logique. Mais en même temps, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir un système de la protection sociale très établi. Parce que quand on a vu aussi l'économie, la croissance économique, pas nécessairement apporte le développement social. C'est-à-dire, on devrait avoir les deux en même temps. Pour faire une économie, peut-être avec un salaire minimum qui répond aux besoins des travailleurs, mais en même temps, une économie qui se base sur une production avec la valeur ajoutée. Bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est possible, des politiques industrielles. D'ailleurs, à la CSN, il y en a une politique, on travaille sur des politiques industrielles, surtout dans le secteur manufacturier. Sauf que le problème, puis je suis persuadé que la FTQ ont des visions là-dessus, mais il s'agit que ça vienne de quelqu'un d'autre qu'eux, qu'ils vont tous trouver les moyens, c'est jamais bon. D'ailleurs, l'opposition va t'appuyer quand ils sont à l'opposition, puis 4 ans plus tard, ils vont rendre le pouvoir, puis ils ne sont plus d'accord avec ce qui était d'accord il y a 4 ans. Il y a moyen de savoir qui va l'écrire. Je pense qu'il y a du monde qui sont capables de l'écrire. Il y a plein de personnes, autant FTQ, CSN ou économistes, qui pourraient, sauf qu'est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Moi, je prendrais les deux éléments, en fait, des deux commentaires précédents. En fait, oui, c'est tout à fait juste. La niche est tout à fait juste. Et s'il y a une niche dans le domaine industriel que le Québec peut se faire en ce moment, c'est les changements climatiques. Je pense qu'on est à un tournant important. Il y a malheureusement une crise climatique, mais en même temps, dans toute crise, il peut y avoir des opportunités. Et en ce moment, si le Québec se réenligne rapidement, peut devenir un chef de file et se créer une niche à ce niveau-là. Donc, la politique industrielle, tant qu'à moi, devrait être la conversion industrielle. Et ça nous l'apprend au plus sacrant à un certain point. Et ça peut être porteur, effectivement, d'avenir. Et en ayant, naturellement, des conditions de travail adaptées à ça. T'sais. Parce que l'inverse de ça, et c'est ce qu'on appelle la transition juste, là, à l'inverse de ça, c'est la transition injuste. Ça signifie qu'on va devoir faire une transition à cause des changements climatiques. Et ce ne sera pas les communautés et les travailleurs qui vont en bénéficier. Donc c'est pour ça que très tôt, il faut aller, puis effectivement, dans une politique industrielle, je pense que c'est à ce niveau-là. Savoir qui va l'écrire, c'est y répondre. Je pense que c'est tous les acteurs concernés. Je pense que c'est ce que je disais aussi à la fin tantôt, et j'ai parlé de l'OIT tantôt, c'est ce principe-là de dialogue social. Ça signifie qu'il faut mettre les acteurs patronaux, syndicaux, donc qui regroupent les travailleurs, et l'État, autour d'une table et de définir les politiques que nous voulons en tant que société, c'est essentiel parce qu'en ce moment, tout ce qu'on voit, notamment au niveau de la politique industrielle du gouvernement du Québec, c'est justement sur les changements climatiques, mais on est à milieu, ça passe par la bourse du carbone, ça passe pas par des mesures réelles pour les travailleurs réels qui vont être réellement touchés prochainement. Oui, espérant ne pas être diabolisé pour ma question, j'ai l'impression que le problème qui est à l'origine du fait qu'on a autant de résistance à l'établissement du salaire minimum à $15 de l'heure, qu'on a une problématique par rapport à la compétitivité, comme l'a soulevé ma maître Filato, c'est normalement j'ai l'impression que le problème essentiel, c'est la délocalisation, mais pas dans le sens que généralement on aborde, c'est qu'on essaye d'éviter la délocalisation. Je sais que ça veut dire, ça signifie accepter que des personnes perdent leur emploi, mais en même temps, ce qui arrive, c'est que dans le contexte mondial, on a un contexte où les multinationales se trouvent dans une position de mise en enchère, où les États, pour essayer d'attirer les multinationales, ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent le taux d'imposition, ce qui, en même temps, ça vient nuire non seulement aux PME qui, comme Maître Filato l'a dit, ils n'arrivent pas à compétitionner avec les multinationales. Si éventuellement les multinationales venaient à délocaliser, ça ferait en sorte qu'une ouverture se créera en plus sur l'économie, sur le marché.
ce qui donnerait aussi une opportunité à d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs d'essayer de profiter de la situation. Et c'est aussi par rapport à ce que M. Oscan a dit que généralement le développement économique n'amène pas nécessairement un développement social quant au fait que c'est les investisseurs qui s'enrichissent. Donc vraiment les multinationales n'ont aucun effet bénéfique sur le plan national dans les endroits où ils se retrouvent. J'ai l'impression que les acteurs dans les sociétés, que ce soit les différents acteurs et aussi les citoyens, par exemple dans le cas de Bombardier, on essaye de trop s'acharner pour que les entreprises restent dans nos territoires. Donc, est-ce que je me tromperais? Qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité? On va y aller 150, si vous Donc, délocalisation, donc en ce qui concerne, dans le contexte québécois, pour l'augmentation du salaire minimum, donc délocalisation n'est pas un grand enjeu. Donc, c'est plutôt mythe, parce que les secteurs comme commerce de détail, les restaurations, les hôtelleries vont rester, en tout cas. Donc, la compétition, c'est plutôt la compétition locale. Et le salaire minimum, ça s'impose à travers toutes les régions du Québec. Donc, dans ce cas, il n'y aura pas d'intensification de compétition à cause de ça. Donc, la délocalisation, ça c'est un autre élément. Et aussi, donc, souvent quand on parle de la délocalisation, la globalisation, la compétition internationale, souvent on dit que ça c'est un élément imposé par le ciel, mais ce n'est pas vrai. Donc, dans le cas du Canada, comme ça c'est le pays qui a participé activement dans les accords de libre-échange avec d'autres pays. Donc, on facilite la délocalisation. Pour régler le problème de délocalisation et la compétition internationale, on devrait intervenir à travers d'autres moyens. Donc, c'est moins relatif à la hausse du salaire minimum, mais il y a toujours une responsabilité de gouvernement. Ben, Rosalie le disait tantôt, les entreprises qui vont fermer, ils vont fermer de toute façon. C'est pas uniquement parce que des salariés ont un salaire un petit peu plus élevé que ça fait fermer les entreprises. Ils ferment pour des raisons. Et même souvent, ils vont fermer quand ils font des profits mirobolants parce qu'ils sont capables d'en faire plus ailleurs. Donc, c'est pas si tant. Il n'y a pas de corrélation si directe que ça entre le salaire minimum et ça. Mais c'est étant dit, le problème aussi, c'est de voir le salaire minimum comme une dépense, encore une fois. Ça veut dire que dans une entreprise, c'est de voir le salaire uniquement comme une dépense et ne pas pouvoir voir à quel point ça peut devenir aussi, en valeur ajoutée, un revenu parce qu'il a un impact sur la communauté autour. Et de cette façon-là, ben, on voit que si cet argent-là est réinjecté dans la communauté, dans l'entreprise, etc., ben, les endroits où ils ont augmenté de façon drastique le salaire minimum, prenons Seattle par exemple, mais le Seattle, où il y a eu quelques pertes d'emplois, mais au niveau, c'était autour de 1, quelque chose %, comparativement à, je pense, c'était 10% qui était projeté. Dans l'immédiat, mais un an après, il y a plus d'emplois aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps. Et l'économie se porte mieux. Donc, il faut le voir comme un levier aussi économique et non uniquement comme une ligne comptable qui fait en sorte que ça va faire péricliner complètement les entreprises. À partir de là, naturellement, il faut regarder la situation de l'entreprise aussi, j'en conviens, et c'est pour ça que je reviens sur le dialogue social et qu'il faut avoir des mécanismes qui tiennent compte aussi de ne pas mettre à terre réellement une entreprise non plus. Personne n'a à gagner de ça. Moi, je vous dirais juste niveau plus PME local, comme on essaie de faire ici à Côte-des-Neiges, parce que le côté gouvernemental, municipal, ce qui ne nous aide pas, c'est il y a des règles un peu pour une mixité commerciale, pour qu'un quartier fonctionne bien, qu'il devienne très dynamique, que l'argent roule, que tout le monde travaille. Et ces temps-ci, la mixité commerciale, comme exemple Côte-des-Neiges, on donne des permis, des restaurants, puis il n'encourage pas l'économie locale qui fait qu'un quartier devient fort et dynamique.
Et ça, c'est au côté gouvernemental, municipal. On essaie de changer les règlements, puis c'est eux-mêmes qui disent « Ah non, on ne veut pas se mêler de ça. » Il faut qu'ils se mêlent de ça. Ils font des études pour nous prouver c'est quoi une mixité commerciale de santé. C'est prouvé à travers le monde, mais ils refusent de l'implanter dans leur arrondissement ou leur quartier pour peur de perdre des votes. Ça revient à ça. Puis pourtant, on ne vote pas en tant qu'entreprise sur un territoire. C'est à rien comprendre. Alors, tu sais, c'est toujours... faut que le gouvernement mette ses culottes, faut qu'il gère ça comme du monde, mais... Puis il faut qu'il encourage. Une économie locale, c'est ça qui va faire vivre tout un quartier, puis ils le font pas. Exactement dans le même sens que mes collègues, puis Rosalie le dit, le monde qui déménage, là, c'est pas des... Souvent, le pattern, là, dans un déménagement, là, quand ils vont à l'extérieur, ils s'en vont, regardez ça, souvent, là, ils vont demander aux travailleurs de faire des concessions dans leur convention collective parce que là, ils sont plus capables de... Ils vont rouler un an avec des concessions, leur faire des belles promesses, on ferme la shop, on s'en va, on a tiré le maximum. Je pense pas que les Walmart vont s'en aller ailleurs, les Dollarama, les centres hospitaliers, les centres personnes âgées privées, c'est des personnes qui payent en delà de 15 $ de l'heure. C'est pas vraiment ça. En effet, c'est un bon point. C'est quelque chose qu'on entend souvent, à tous les jours même. Et je l'ai fait à titre de blague tantôt, mais si j'avais l'argent pour payer Walmart pour quitter, je le ferais. Parce que souvent, on me dit, mais c'est des emplois, même si c'est des emplois au salaire minimum. Ou, vous savez, on parlait non seulement de rémunération, mais on parlait de travail décent. Et si on compare... vu qu'ils ne sont pas au même pied d'égalité, nos entreprises, si on compare le travail décent dans nos entreprises canadiennes qui sont syndiquées versus le travail dans une entreprise multinationale comme Walmart, je vais vous donner l'exemple juste des caisses enregistreuses. Nous, on se bat, on a dans nos Provigo, Maxi, Loblaws, Métro, IGA, peu importe, on a des caisses qui sont relativement adaptées. À travers les années, il y a eu beaucoup d'accidents de travail, il y a la notion de mouvement répétitif pour les caissières et ça a été très problématique. Nous, on est rendu à un point maintenant où on a imposé à nos employeurs, à nos entreprises de mettre des caisses qui sont conformes à la santé et la sécurité au travail. Walmart n'a personne pour faire ça. Donc, Walmart a les plus vieilles caisses enregistreuses qui existent au Québec, au Canada. Il n'y a aucune voix pour ces travailleurs et ces travailleuses-là qui travaillent aux caisses, qui ont des accidents de travail qui sont contestés de façon systématique. Donc, quand on dit que ces gens-là ne sont pas nécessairement, ou ne sont pas du tout, en fait, au même pied d'égalité, en augmentant le salaire minimum et en augmentant les coûts d'opération d'une entreprise comme Walmart, moi, je vous dirais, ça se peut qu'il y ait certains Walmart qui quittent, de la même façon qu'il y a des Walmart, il y a 3 Walmart, en fait, qui ont fermé quand les salariés ont choisi de syndiquer. C'est quelque chose qui peut arriver parce que c'est un choix, malgré leur fondation Ronald McDonald, au niveau de la responsabilité sociale des entreprises, au niveau des travailleurs et des travailleuses, ils ne sont pas prêts à investir cet argent-là pour un travail décent et pour une rémunération décente. Mais au moins, ça mettrait les gens au même pied d'égalité. Et dites-vous, dans nos entreprises qui sont présentement syndiquées, la plus grande plainte des salariés, des travailleurs et des travailleuses, c'est l'augmentation au niveau du travail et on coupe les heures. Pourquoi? Parce qu'on compétitionne avec des géants comme Walmart, avec des supercenters. Donc, si Walmart quitte, il va avoir beaucoup plus, il va avoir une augmentation d'heures dans des emplois qui sont syndiqués. Il va avoir une augmentation de la qualité de vie, de la qualité de travail pour ces gens-là. L'économie locale. Oui, exactement. Ils vont se trouver un nouvel emploi et un meilleur emploi. La solution, c'est Walmart qui quitte. Oui. Ça fait partie de... Oui. Non, mais en fait, c'est l'exemple que je donne. Je suis quand même dans le commerce de l'État. En général, je pense qu'il y a des rôles pour les entreprises et pour l'État en même temps.
par exemple, le rôle des entreprises dans l'éducation, dans la santé de leurs travailleurs, mais en même temps, peut-être, l'État devrait jouer un rôle aussi. Parce que oui, quand vous, par exemple, développez le capital humain dans votre pays, ensuite, ça va vous aider dans la croissance économique. Aussi, quand vous par exemple, faire un peu plus attention de la santé de vos travailleurs, ça devrait aussi augmenter la productivité de vos entreprises. En particulier dans cette économie maintenant, il y a beaucoup de flexibilité sur le marché du travail. On a besoin d'un peu plus de sécurité, c'est sûr, parce que, par exemple, beaucoup de postes qui sont créés généralement, pas nécessairement les postes à temps plein, généralement les postes à temps partiel, mais on n'a pas le système, par exemple, de protection sociale pour répondre aux besoins des travailleurs atypiques. Maintenant, tous les systèmes se basent sur le travailleur permanent, sur le travailleur à temps plein. On n'a pas un système de la sécurité sociale qui répond à ce problème, au problème des travailleurs atypiques. C'est aussi la même chose pour peut-être les entreprises aussi, parce que pas nécessairement vos employés sont employés à temps plein. Ensuite, les entreprises devraient aussi jouer un rôle dans la protection sociale pour leurs travailleurs à temps partiel. Mais parce que maintenant, on a beaucoup de changements, par exemple, on va avoir à un certain moment, on va avoir la voiture sans conducteur. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en même temps, on a des discussions, le revenu minimum garanti. Comment est-ce qu'on peut avoir le revenu minimum garanti si on n'a pas beaucoup de postes? Ensuite, comme je vous ai dit, peut-être je vais répéter encore, mais on a besoin d'une économie un peu plus forte, d'une économie un peu plus spécialisée, d'une économie avec une valeur un peu plus ajoutée. Sinon, je ne pense pas qu'on peut avoir, par exemple, le revenu minimum garanti très très facilement. Il y aura beaucoup de résistance. Je ne sais pas. Je suis un peu plus peut-être sceptique, mais j'essaie de aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. J'essaie de aussi les options faisables. Mais pour avoir ça, on devrait avoir une croissance économique durable. On va passer à la deuxième question. C'est pas une question. Je vais répondre à M. Bélois. Il disait qu'il y avait un vide dans l'IRIS a sorti. Il n'y a pas très longtemps, une étude justement, j'en suis un des auteurs, qui fait justement le calcul, combien se prive le gouvernement actuellement en maintenant le salaire minimum à 11,25 $. Et les résultats de l'étude, c'est que s'il montait le salaire minimum à 15 $, juste au Québec, c'est de 600 millions à 1 milliard de dollars de plus dans ses poches. Et ça, ce milliard-là, à quoi il pourrait servir? On parlait des subventions dans le secteur communautaire où il y a des résistances au salaire minimum à 15 $. Bien, le gouvernement il a les moyens d'augmenter les subventions du secteur communautaire. Les petites entreprises, bien, c'est 1 milliard de dollars qui permet d'aider celles qui sont dans des situations plus difficiles. Et on peut faire des programmes de formation pour les gens qui perdent leur emploi et qui pourraient se requalifier. Donc, en fait, c'est actuellement, de maintenir le salaire trop bas, c'est une dépense pour le gouvernement, alors que le salaire minimum serait effectivement plus rentable pour lui. Il y a un débat actuellement en France et en Europe de façon plus large sur le plafonnement du revenu des hauts dirigeants, des organisations. Ça brasse quand même pas mal, ça brasse beaucoup d'idées. Je voudrais savoir, pour vous autres, est-ce qu'il y a un débat comme celui-là, le Québec est mûr pour l'entreprendre? Qui devrait l'entreprendre surtout? Et l'autre question, c'est pas que j'embête à mes amis syndicalistes, au contraire, j'en suis une, mais le taux de syndicalisation dans le secteur privé a atteint un plancher historique à moins de 25% cette année. Comment l'acteur syndical peut se repositionner finalement pour faire partie du débat et de la concertation économique au Québec? Dominique Bélan, président d'une unité syndiquée, étudiant en relations industrielles ici à l'UDM.
employé ambitieux depuis 14 ans pour la même entreprise qui gagne 14,79 de l'heure. Vous viendrez me parler de salaire minimum, on va en jaser ensemble. C'est la réalité ici. Et j'ai une notion de temps ici, c'était marqué que c'était jusqu'à 14h45 et 15h33, donc j'ai aucun problème finalement à poser la question. Je suis extrêmement d'accord avec Mme Laroche. Laroche. Et j'étais heureux d'entendre M. Lepage soulever la question du salaire maximum. J'étais heureux parce que je dois avouer que j'ai été profondément déçu de plusieurs réponses du panel concernant les salaires et la responsabilisation sociale des entreprises. J'étais très déçu, même de la réponse de certains collègues et collègues syndicalistes qui avaient un discours plutôt patronal. Voilà. Donc voilà, j'aimerais moi aussi entendre votre avis à tous et toutes sur la question du salaire maximum, qui serait une très bonne idée selon moi. Et deuxièmement, c'est le long préambule. OK. Ça inquiète pas, ça va bien aller. Juste pour répondre à certaines personnes, moi j'ai pris beaucoup de notes, je suis un preneur de notes. Je voudrais juste dire que la personne qui travaille à temps plein ou à temps partiel, une bonne trentaine d'heures dans l'entreprise où je travaille, elle s'en fout carrément des facteurs internes et externes quand elle a de la misère à arriver décemment, quand elle a de la misère à payer ses loyers, quand son chien ou son chat scrape un divan et que ça vient scraper son année fiscale parce qu'il faut qu'elle se rachète un nouveau divan. La question de choix qui a été soulevée plus tôt, je pense que la personne qui a vécu des détresses psychologiques dans sa jeunesse et qui part un petit peu en retard avec tout le monde quand elle arrive à l'âge adulte, c'est complètement injuste de la mettre à part sous prétexte qu'une entreprise ne peut ou ne doit pas payer ses employés décemment ou donner des conditions de travail décemment. Au sujet de la place de la PME, dans la question, j'ai noté beaucoup de compassion et de sensibilité qui peut s'expliquer en partie. Et j'étais très heureux de voir Patrick parler de rassembler tous les acteurs, enfin, parce qu'on entend très peu les PME là-dedans. Et je pense qu'il serait temps peut-être que les PME s'élèvent au niveau des voix pour dire que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que les gouvernements font au niveau des conditions de travail et au niveau des conditions de survie des PME. Et je suis certain que ça pourrait faire un beau main dans la main pour aller de l'avant avec une amélioration des conditions de travail des gens. Et tout, pour terminer, tout ce qui concerne les taxes des entreprises multinationales, les comparaisons entre les métiers, je réitère et je finis là-dessus, les membres de mon syndicat, ils s'en foutent carrément de ces questions-là. Quand il s'agit qu'ils mangent du beurre de peanut puis du spaghetti 4, 5, 6 fois par semaine, puis pour eux autres, se payer un luxe, là, c'est d'aller prendre une bière, là, de se payer 3 bières dans un bar pour 2 semaines, là, ça c'est un luxe, là. Ils s'en foutent carrément. Sur la question du salaire maximum, si je peux parler au niveau de la FTQ, il n'y a pas de position là-dessus. C'est pas pour, c'est pas contre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour le moment. Il y a un questionnement, effectivement, mais la concentration est sur le salaire minimum en ce moment, de sortir les gens de la pauvreté, plus à ce niveau-là. Par contre, on a des campagnes très agressives contre les abris fiscaux. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on intervient en se disant, pas qu'on ne veut pas toucher au salaire, mais de dire, il y a déjà un problème avec les salaires qu'ils gagnent. Il y a même des gens qui ne payent aucun impôt en ayant des salaires mi-robots. Ça ne marche pas. Notre focus est là-dessus en ce moment. Pour aussi ton question, Mélanie, sur notre rapport d'influence, en fait, au niveau du gouvernement, c'est vrai qu'environ 25% du secteur privé, ça semble peu. J'aurais 2 réponses là-dedans. C'est quand même du monde. Là. Il y a quand même un rapport de force là-dedans. Mais en même temps, dans la notion du salaire minimum, c'est pas pour rien qu'on a lancé la campagne très largement de notre part le 1er mai dernier de l'an passé. Et la plupart des gens à qui on s'adresse ne sont pas syndiqués. Mais on pense qu'on a un rôle à jouer malgré tout là-dedans, avec le pouvoir d'influence que nous avons, avec les ressources que nous avons, pour faire augmenter, en fait, le salaire de milliers, de centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas 1 million quand on va à 15 $ de l'heure. Donc ça, notre rôle est important, mais il se fait en collaboration, ça c'est clair. Et depuis plusieurs années, c'est
l'avenue qu'on a pris. Il faut bâtir nos alliances, autant internes qu'externes. Et c'est de cette façon-là qu'on réussit à avoir une influence face au gouvernement. Donc, oui, le taux de syndicalisation baisse, notamment au niveau du privé, mais ça nous amène à nous questionner à ce niveau-là sur nos interactions. Puis je pense que c'est bénéfique en bout de ligne, ces grandes coalitions-là ou ces grandes concertations-là qui ont lieu. Et je pense que c'est la clé, autant dans plusieurs dossiers que celui-là sur le salaire. On souligne juste qu'il reste 5 minutes. Donc, si vous voulez Oui, ça tout le monde fallait parler, dire. juste. J'appuie les propos de Patrick, mais on parle du salaire maximum. Tantôt, quand on a parlé de ça, des salaires indécents, on n'a pas de position à la CSN qu'on me corrige, parce qu'il y a des gens qui pourraient me ramener à l'ordre, là, mais il faut faire aussi attention à la notion de salarié. Hein. Qu'est-ce qu'un salarié, puis combien ils gagnent, puis des présidents de compagnie, puis là, on parle de salaire indécent, selon moi, là, où ils vont gagner en 2 heures ce que tout leur employé va gagner. Ça, c'est 2 choses. Parce qu'ils peuvent jouer aussi sur la notion, je ne suis pas un salarié, je ne suis pas à salaire, je suis payé par... Il faut s'asseoir puis regarder ça comme il faut, mais je suis d'accord à dire que c'est indécent, certaines, puis Bombardier encore, on le ramène, puis il y en a plein d'autres comme ça, où en une avant-midi, il va faire le salaire de la shop au complet. Ensuite... mais pour ce qui est de syndiquer les gens dans le privé, oui, c'est une chose qu'il faut travailler parce que ça part de là, mais les employeurs sont tellement ras, je pourrais dire, je m'excuse, là, mais quand tu veux syndiquer un couche-tard puis qu'ils te font passer une vidéo comme quoi, qu'est-ce qui va arriver si vous vous syndiquez, puis ça va être, tout le monde est dehors, c'est difficile, c'est une job difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là, puis aller chercher le maximum de monde possible là-dessus, parce que, comme tu le dis, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher aussi. Okay? Le 2 petits points, parce qu'après, on va terminer. Je vais revenir à Walmart. Chose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on parle de responsabilité sociale. Je voulais en glisser un mot. Quand tu penses que Walmart, dans ses magasins, affichait de faire un don pour un panier de Noël pour leurs propres employés, je m'excuse, là, mais il y a de quoi se poser des questions. Un autre petit retour, si tu me permets, sur la dérégularisation, puis la régularisation, puis le retrait de l'État. Je vais juste vous donner un exemple. Au Canada, ça va assez bien, hein? On n'est pas pire encadré, mais qu'est-ce qui arrive avec les entreprises canadiennes qui vont à l'extérieur? Est-ce qu'ils ont la mentalité canadienne? Mais allez voir au Mexique les mines, allez voir tout ce qui peut se passer. Puis c'est ça. Hein? Il faut que l'État... Parce que d'habitude, tu prends une entreprise canadienne, c'est pas parce qu'elle est fine, c'est parce qu'il y a des lois. Elle va aller ailleurs, puis elle va faire la même chose que n'importe quelle compagnie. Donc, il faut que l'État s'en mêle. Walmart, je l'ai dit. Le salaire indécent, ben ça, c'est clair. Là. Voilà. Moi, j'irais dire, juste parce que j'entends beaucoup de clients parler depuis, entre autres, Bombardier, puis c'est un produit de chez nous où ils se sont sentis comme un peu violés, si vous voulez, par le gouvernement. Puis là, ils se sont... Je pense que pour une fois, ça a peut-être réveillé quelque chose en monsieur, madame, tout le monde. Peut-être les pousser dehors, parce que c'est bien beau d'en parler dans notre salon, puis ici, mais il faut que le monde agisse. Moi, je trouve qu'il devrait en avoir un salaire maximum. Il y a du gaspillage d'argent, de notre argent. Je pense que le gouvernement oublie son rôle, qu'il travaille pour nous. Puis, on lui demande plus des acomptes. Il fait ce qu'il veut, puis on accepte tout bonnement le oui, puis that's it. Je pense que c'est un peu à nous tous de sortir pour dire c'est assez, là. On veut que ça change, il faut que ça change. Autant que monsieur qui gagne 67 $, j'ai des employés, je suis obligé de leur montrer, juste à faire un budget. Il y a des connaissances qui n'ont même pas rendu dans la trentaine, ils n'ont pas le salaire, il y a eu un manque dans la société, puis le gouvernement, je trouve, s'il est là, c'est le manque du gouvernement. Alors, pour qu'ils viennent nous dire quoi faire quand ils ont de la misère à le faire, ce qu'ils auraient dû faire depuis des années. Là. Alors, c'est à nous de sortir puis de pousser plus à nos politiciens qui vont être là plus tard ou notre député pour dire « Hey, fais-tu quelque chose? » Moins 60 secondes. Ben, OK. Je vais le prendre, là, mais... Non, mais on a donné l'exemple de Walmart, mais revenons ici au Québec, quand Coiteux nous dit que les Québécois devraient être plus généreux dans le temps des fêtes et donner plus à toutes sortes de fondations. Le désengagement de l'État, il remet ça aux mains de nous. En plus d'avoir des salaires indécents, il faut
pallier à ce que le gouvernement ne donnera pas, parce que là, tu as des fondations, puis on est fin une fois par année, puis vous devriez donner plus. Je m'excuse, là, mais on n'a pas de leçon à donner à Walmart, notre gouvernement. C'est sur cette leçon qu'on devrait donner au gouvernement. Comme on dit, je tenais à remercier les panélistes de leur temps, tout. Puis on va passer à la prochaine.